Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale, équilibré et interdisciplinaire. Je suis Camille Bataillon, je suis maman d'une petite fille d'1 an. Je suis sexologue clinicienne, donc j'accompagne les personnes, que ce soit des individus, des personnes en couple, les couples qui se posent des questions intimes, relationnelles et ou sexuelles. Donc je les accompagne à travers tout ce cheminement-là. J'adore qu'on puisse réfléchir ensemble à la sexualité et c'est pour ça que en parallèle des consultations, j'ai aussi développé un compte Instagram, mais surtout un podcast qui s'appelle Camille parle sexe pour venir penser, réfléchir la sexualité tous ensemble. Et je me suis rendu compte aussi à travers ce podcast qu'il y avait beaucoup de professionnels de santé qui l'écoutaient, qui se sont emparés, qui se posent des questions, qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur ce sujet de la sexualité parce que c'est encore tout nouveau, c'est encore un peu inconnu ce métier-là, on ne sait pas trop ce qu'il regroupe, ce qu'on peut en faire et surtout comment accompagner les personnes autour de la sexualité parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et donc en parallèle aussi de tout ça, je propose des webinaires pour les professionnels, pour les accompagner sur des sujets sexo. Donc j'ai commencé en France avec une licence en psychologie, puis ensuite j'ai voulu apprendre l'anglais parce que les études scientifiques sont surtout quand même anglophones. Donc je suis partie aux États-Unis et quand j'étais là-bas, j'ai aussi fait du coup des cours d'éducation sexuelle, hein, sex education. C'était vraiment en plus aux États-Unis, ça dépend les États, mais en tout cas en Californie c'est quand même assez ouvert, donc c'était plutôt fun. Et en parallèle de ça, j'ai fait une formation de pleine conscience appliquée à la sexualité. Et à ce moment-là, avec tout ce travail de développement personnel, où là, je me suis dit, allez, vas-y, tu peux le faire, t'as pas besoin d'attendre d'avoir 40 ans et te dire, mais c'est quoi ce métier, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Lance-toi à 25 ans. Et du coup, je suis revenue en Europe à ce moment-là. J'ai fait un master en sexualité en Belgique avec une certification pour devenir sexologue clinicienne. Et dans ce parcours-là, il y avait aussi 6 mois que j'ai pu faire à Montréal, au Canada, où là, il y a un département dédié à la sexologie, donc ils sont à la pointe de la pointe quoi, en sexo, et c'était très enrichissant. Ce métier, je trouve qu'il est passionnant parce qu'on peut pas s'ennuyer. Il y a autour d'individus avec des histoires différentes, donc en fait, il faut savoir s'adapter. Et c'est vrai que comme je consulte aussi en anglais, je peux avoir des personnes de partout dans le monde. Donc pareil, ça apporte une richesse avec des couples avec différentes cultures, différentes langues, qui des fois parlent pas la même langue et doivent trouver une langue commune. La culture sur la sexualité, sur l'éducation sexuelle qui sont aussi différentes. Donc ça me demande de m'adapter à chaque fois en termes de vocabulaire, en termes d'approche, en termes de sentir ce qui peut être dit et comment l'amener. Donc ça, je trouve ça super chouette. Je trouve ça passionnant de travailler avec les couples aussi. C'est difficile, mais c'est challengeant et c'est enrichissant. Et donc, dans la sexualité, moi, ce qui me passionnait, et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à arriver à les regrouper. J'ai toujours été passionnée de la périnatalité, donc, des enfants, des bébés, de la grossesse et plus récemment du postpartum. Et puis de la sexualité, donc ça en fait de la sexopérinatalité. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé, qui combine vraiment ces 2 domaines parce que je trouve qu'on n'en parle pas encore assez, même si ça commence à venir. Mais je me suis dit: «Mais en fait, je suis sûre que quand on devient parent», et c'était avant que je devienne maman, mais quand on devient parent, je suis sûre que ça doit quand même jouer un petit peu sur la sexualité, voire sur la dynamique de couple. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée aussi à ça. Tu as écrit, dans tes descriptions, tu as écrit une phrase qui m'a interpellée, moi. Tu as écrit: «J'aime travailler avec des personnes qui veulent mettre plus de plaisir dans leur vie personnelle et relationnelle». Je trouvais cette phrase, je me la suis notée parce que j'ai trouvé cette phrase, absolument géniale et est-ce qu'on peut, résumer finalement ce que tu fais, dans cette phrase? Ouais. Ouais, donc le plaisir,
Parce que des fois, on a envie aussi, dans la sexualité, on a cet idéal que ça doit être mieux, que ça doit être plus, que même si on se masturbe et tout ça, «Oh, j'ai une sexualité développée», mais en fait, cette notion de plaisir, je trouve que des fois, elle manque pour beaucoup et donc elle est souvent aussi au cœur des séances et quand je parle de plaisir, je parle pas forcément d'orgasme, en tout cas pas de l'orgasme en tel que la plupart des gens ont, hein, cette définition-là, mais vraiment de venir retravailler là-dessus et puis cette motivation, parce que quand on vient en séance, c'est aussi important d'être motivé parce que, bah, les changements vont pas venir juste comme ça parce qu'on l'a décidé, non. Ça va être inconfortable, ça va pas être facile, il va y avoir, des sortes de va-et-vient: «Ah, je suis motivée, puis maintenant je suis plus motivée». Comme une coach, sportive, hein, on est là en fait pour venir, là, être là derrière, accompagner main dans la main quand justement il y a des challenges. Et cette notion de plaisir, bah, c'est justement aussi et c'était, par rapport à cette casquette aussi de sexologue. On vient généralement voir la sexologue quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes sexuels et moi, j'ai toujours voulu aussi avoir cette approche-là. Venez aussi quand tout va bien pour pouvoir mettre en aussi travailler, faire des ajustements, pour pousser aussi encore plus loin dans le sens, de vraiment, venir être à l'écoute, de ses sensations et de son corps. Parce que tu me posais la question, Alexia, ce qui peut me différencier. Moi, mon approche, elle a tout de suite été basée sur la pleine conscience. Parce que c'est comme ça que j'ai été formée aux États-Unis, vraiment sur cette notion de sexualité appliquée à la pleine conscience, ou plutôt la pleine conscience appliquée à la sexualité. Et les études l'ont montré à quel point bah, la pleine conscience et la méditation, et c'est pour ça que ça fait tout un boom aussi, mais ça vient aider pour être plus dans le moment présent, être à l'écoute de son corps, de ses sensations, de savoir du coup identifier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, de pouvoir du coup l'exprimer aussi. Et tout ça, bah, bien sûr, ça a des bénéfices, mais encore plus dans la sexualité. Et donc, c'est vraiment tout mon accompagnement aussi de venir aider les gens à avoir conscience de ce qui se passe au moment même pour pouvoir le dire. Et donc, on travaille aussi sur ces notions de, bah, c'est pas si évident que ça de communiquer sur ce qu'on n'aime pas, comment oser le dire à l'autre. Et donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut travailler en fait dans cette notion de sexualité et de plaisir. C'est marrant, il y a plein de ponts avec le coaching sportif. J'imagine. J'allais dire la même chose. Ouais, c'est extrêmement lié au Il y a plein final. de points avec la kinésithérapie. Quel serait le message que tu pourrais donner justement à des coachs sportifs, à des kinés, à des sages-femmes sur bah, la complémentarité justement de nos pratiques et à quel point finalement le fait d'avoir des passerelles dans nos métiers peuvent complètement élever encore plus les patientes ou les personnes qu'on accompagne. Oui. Bah, je pense qu'à partir du moment où on veut une approche holistique, on doit s'entourer de différents professionnels. Après, c'est vrai, comme le métier de sexologue est encore peu, pas connu, il est souvent un peu mis de côté. Nous, en tout cas, ou moi, en tout cas, en tant que sexologue, je m'entoure, voilà, de sages-femmes, de kinés, de gynéco, de dermatologues, vénérologues, de plein de professionnels. Et alors, le message qui pourrait être transmis à ces professionnels-là, bah, vous le disiez un petit peu toutes les 2 aussi en intro ou peut-être c'était en off, mais que la sexualité, ça fait partie, de notre vie. Alors après, peu importe la fréquence, la manière de, mais c'est quand même un sujet qui fait quand même partie de notre vie et donc en tant que professionnel de santé, ça veut dire que ça fait aussi partie de la vie de vos patientes, de vos patients. À partir de ce moment-là, tiens, ça peut être intéressant de le garder un petit peu, en arrière-plan et surtout quand les patientes peuvent venir et surtout peut-être là pour les sages-femmes ou les kinés: «Ah bah, j'ai des douleurs» ou «J'ai mal à la vulve» ou «Quand j'ai des rapports, ça va pas» ou «Depuis que j'ai accouché, j'ai mal» et cetera. Bam, il faut se dire: «OK, sexologue, c'est les spécialistes. On est les spécialistes de la sexualité». Ça veut pas dire que dans le traitement, il y a que nous, mais en tout cas, dès qu'il y a ces notions-là, oui. Ou même des fois bah, avec mon partenaire, il y a des tensions, il veut tout le temps, on a des difficultés vis-à-vis de la libido et cetera. Paf, connexion, sexologue aussi. En fait, les sexologues vont être les portes d'entrée vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis aussi du couple, pour les personnes qui sont aussi formées, hein, à accompagner les couples, et donc à garder en tête aussi en complémentarité de ce que les sages-femmes, les kinés, les gynécologues aussi, hein, parce que les gynécologues peuvent voir beaucoup de personnes qui vont dire: «Bah, en fait, là, quand vous mettez le spéculum, j'ai mal et j'ai aussi mal quand, on a des rapports avec, mon partenaire, je suis pas à l'aise» ou en fait, bah, non, vous pouvez pas du tout mettre de spéculum parce que j'ai du vaginisme et donc de se dire: «Ah, vaginisme, douleur, encore une fois ou libido, sexologue, on y va, quoi». Mm.
Top. Et du coup, comment t'en es arrivée à écrire ton livre justement, Réinventer sa vie intime après bébé? Est-ce que c'est de ton expérience personnelle ou est-ce que au final c'est une patientèle qui venait vers toi avec ces problématiques-là, un mix des deux? Comment t'en es arrivée à te dire je vais écrire un ouvrage pour vraiment partir sur ce sujet-là? Très bonne question. Alors, j'ai écrit cet ouvrage avant de devenir maman et je me suis beaucoup posé la question en termes de légitimité, et cetera. Et je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie d'écrire un livre par rapport à mon expérience ou biaisé par mon expérience. J'ai envie d'être la plus neutre possible et surtout de me baser de ce que les articles scientifiques disent», parce qu'il y a des informations là-dessus. Donc je voulais vulgariser et que ça soit, du coup, possible pour tout le monde de les lire. Donc, il y avait d'un côté les articles scientifiques, de l'autre côté ce que les patientes, les couples disent, ce qu'ils me disent en séance, donc de pouvoir apporter cette casquette-là aussi. Et le troisième aspect qui était ma casquette de sexologue aussi, de pouvoir proposer des outils. Généralement, en plus, c'est des outils qui sont transmis dans toutes les séances, mais là, appliqués encore plus dans le sujet de juste la grossesse et le postpartum. Et donc voilà, l'objectif, c'était de regrouper tout ça, d'en faire un condensé avec quelque chose d'assez court, concis, précis, parce que ça s'adresse à des jeunes parents ou des parents, et donc souvent des personnes qui n'ont pas vraiment le temps, mais qui ont besoin de trouver les informations assez rapidement. Et dans un ton déculpabilisant, dans un ton de grâce au témoignage, vous voyez que vous n'êtes pas la seule non plus et que vous traversez tous et toutes à des peut-être des échelles différentes. Et puis, comme il y a des outils qui existent, il y a des choses possibles et des solutions qui vont vous permettre aussi de vous accompagner. J'ai remarqué dans les professionnels qui sont pas forcément avec cette casquette sexologue, vraiment les 3 grands obstacles, c'est déjà une histoire de temps, hein. Peut-être les médecins ou gynécologues, en fait, on n'a pas le temps de parler de ce sujet-là. On n'est pas formé à parler de ce sujet-là non plus et des fois, on n'est pas à l'aise de parler de ce sujet-là. Donc là, je vais partir des professionnels qui sont pas à l'aise du tout avec ce sujet-là. Je dirais du coup, si vous n'êtes pas à l'aise, de peut-être pas forcément l'aborder, mais en tout cas de garder l'oreille bien grande ouverte et quand vous entendez ces sujets-là sur, postpartum, douleur et cetera, d'avoir des ressources. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez aller voir des sexologues, vous pouvez aller chercher dans cet annuaire-là, vous pouvez aller, vous voyez, de au moins le minimum dans ce que je dis, c'est de référencer au moins, de pouvoir recommander, ou de pouvoir nommer. Vous savez, il y a les sexologues qui existent et cetera. Ensuite, par rapport, à la kiné et ça c'est vraiment, super, déjà cette écoute. Des fois on se demande: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Déjà d'écouter sans juger, ça me donne des frissons rien que de le dire, mais pour beaucoup de patientes que j'ai en séance, elles ne se sentent ni entendues, ni écoutées de la part des professionnels de santé. Et pour celles qui l'ont été, ça fait une grande différence. Elle me dit: «Mais c'est la première fois qu'on m'a écoutée autant». J'ai une patiente récemment qui me disait ça. Je me disais: «Mais waouh, enfin c'est dingue», alors qu'elle en a vu des gynécologues, elle en a vu d'autres professionnels et cetera. Donc déjà, écouter dans la bienveillance, c'est la plus grande chose que vous pouvez faire. Référencer évidemment et dans les questions, ça peut être et encore plus peut-être en postpartum et ou dès qu'il y a des douleurs, «Tiens, je vois qu'il y a des douleurs, je vois que c'est tendu» ou «Tiens, vous me parlez de il y a le postpartum, voilà, j'entends des choses». Comment ça se passe, dans l'intimité? Et peut-être même avant ça dire: voilà, je vais vous poser une question, c'est peut-être assez privé, à vous de voir si vous vous sentez OK de m'y répondre. Mais voilà, j'avais envie de vous poser la question, comment ça se passe dans votre intimité, dans votre sexualité? Comment vous vous sentez dans votre corps? Comment vous vous sentez dans votre relation, hein, si vous êtes en relation? Est-ce qu'il y a des douleurs? Comment ça se passe? Vous me dites que vous êtes fatigué, qu'il y a des tensions dans la relation. Tiens, est-ce que vous avez, déjà envisagé de consulter des professionnels là-dessus, peut-être en couple, si ça peut vous aider? À voir dans quel cadre aussi, ça peut être dit, le temps aussi que vous avez là-dessus, et comment on dit? Le confort, enfin, si vous êtes à l'aise aussi de parler de ça aussi. Et donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, n'essayez pas d'aller sur ce terrain-là parce que des fois, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc l'écoute sans jugement et de pouvoir référencer. Et puis si vous êtes à l'aise, si vous avez un peu de temps, alors c'est ces différentes questions-là aussi. Alors moi, j'ai pris, le parti pris, je veux bien avoir, ton avis Camille là-dessus. C'est que, moi mes patientes, la première séance, je prends, 1 heure avec elles, pour avoir le temps d'évoquer plein de choses et 1 heure n'était pas suffisante pour moi. Donc j'ai trouvé une astuce, c'est que j'ai mis en place un questionnaire, sous forme,
Google Form, enfin un truc comme ça, que j'envoie à ma patiente avant sa première séance, de rééducation. Dedans, il y a énormément de questions, toute l'anamnèse finalement et il y a une question, hem, avez-vous donc, par exemple pour la fiche postpartum, c'est: «Avez-vous repris, les relations sexuelles? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous souhaitez en parler durant la séance? Hem, est-ce que vous avez des douleurs?» Pour le plus classique hors postpartum, bah, justement, je demande s'il y a des douleurs dans la zone périnéale, si, elle a du plaisir pendant les relations, sexuelles et en fait, tout ça, c'est sous forme de questionnaire et à la fin, donc dans la partie sexualité, c'est un chapitre à peu près, je demande si, elle, voudrait en parler et en fait, il y a 3 réponses, «Non», «Oui», «Je ne sais pas». Et après, bah, en séance, je l'évoque en fonction de ce qu'elle aura coché, dans la co je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime bien ce fonctionnement. Je suis pas, la personne la plus à l'aise pour parler sexualité, même si c'est pas quelque chose de spécialement tabou, mais voilà, je suis comme tu l'as dit, je suis tout simplement pas formée. Donc j'essaye de quand même rester à ma place. Mais je voulais quand même pas passer à côté, de certaines choses, donc j'avais trouvé ce petit moyen. Heu, voilà, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Camille. Ouais. Bah, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, d'autant plus, en plus, si tu dis que, bah, voilà, pour toi, c'est important, donc de t'écouter là-dedans et ça montre quand même qu'il y a un niveau d'aisance dans le sens où tu abordes quand même cette question-là, tu vois, de la sexualité. Donc génial que tu le fasses en plus en amont, ça permet aux personnes de se poser, bah, de dire: «Non, j'ai vraiment pas envie de parler de ça», «Oui» ou «Peut-être» et du coup, il y a cette possibilité-là. Heu, peut-être nuancer par rapport à la reprise des rapports. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est reprise de rapport avec pénétration, sans pénétration? Ça peut être quelque chose aussi, intéressant à venir, mettre, en parenthèse, par exemple et pour elle d'avoir cette réflexion. Ah OK, la reprise des rapports, c'est pas que pénétration, c'est peut-être aussi, hors pénétration, mais peut-être qu'il y a eu déjà des douleurs même hors pénétration, ce qui peut arriver aussi. Donc vraiment, vraiment top. Non, moi je trouve que c'est une bonne idée, ça te prémâche aussi un petit peu le travail et ça te fait gagner du temps où là tu peux plus, accueillir justement ce qu'elles vont te dire justement s'il y a des douleurs, ce qu'elles ont fait, si elles ont pu en discuter déjà ou pas. Et justement, pour parler des douleurs pelviennes, en tant que sexologue, du coup, quel est ton champ d'action? Qu'est-ce que tu vas balayer comme possibilité? Oui. Alors moi, par rapport aux douleurs pelviennes, je travaille toujours en parallèle avec des kinés déjà, minimum ou des personnes qui travaillent avec le périnée. Donc c'est ça, souvent, je recommande aux personnes, bah, voilà, est-ce que vous avez déjà eu des séances, pour faire de la rééducation du périnée? Pas dans le sens de venir tonifier parce que généralement le périnée est déjà hypertonique quand il y a des douleurs, mais d'apprendre à le détendre, à venir mettre de la mobilité et pour ça, bah, c'est le travail, des kinés et des personnes qui sont, spécialisées justement dans la rééducation du périnée. Donc il y a cet aspect physique que je leur explique bien, ça va être important et donc ce n'est pas moi. Moi, je ne fais pas, de thérapie manuelle, je ne viens pas toucher cette zone-là. Par contre, en tant que sexologue, on va venir travailler l'aspect sexo-psycho. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir des douleurs? Est-ce qu'il y a un contexte, qui, peut-être n'est pas, propice, au plaisir ou pas propice à la détente? Quels peuvent être les éléments qui peuvent favoriser justement peut-être une meilleure connaissance de son corps? Peut-être aussi, bah, qu'est-ce qui peut venir aussi créer du plaisir? Parce que des fois, bah, ces personnes-là ont perdu aussi cette notion de plaisir puisque la douleur a pris toute sa place. Et en postpartum, on peut le voir aussi, hein, il y a des dyspareunies qui peuvent arriver justement, dans cette période-là, hein. La sexualité avec pénétration était possible et sans douleur avant, puis en postpartum a pu arriver et ça n'échappe pas aux sexologues puisque je l'ai moi-même vécu, ce qui m'a permis, d'encore plus, comprendre ce que peut être la douleur, pour les patientes. Des fois aussi avec, je reviens juste sur les thérapies manuelles, mais donc les kinés et aussi ostéo. Ostéo, urogynéco peuvent aussi, pas mal aider, dans cette zone-là. Et donc par rapport à sexo-psycho aussi, c'est de venir, bah, parler de la relation de couple. Parce que, bah, quand il y a des rapports avec pénétration, hein, là, si vraiment je parle de ça, bah, généralement, c'est que là, il y a un partenaire et donc je n'aborde pas que avec la patiente, parce qu'il y a des choses, en fait, qui sont à travailler au niveau de la relation à 2. Et peut-être l'erreur qu'on peut faire en tant que thérapeute, c'est de se focaliser que sur la femme. Bien sûr qu'on peut avoir des champs d'action là-dessus,
Mais si par exemple, il y a de la pression d'un côté ou une mauvaise communication, on aura beau travailler sur ces aspects-là, ça donnera pas un contexte favorable à la détente. Donc ça, j'essaie vraiment de leur expliquer en séance. Et donc des fois, dans le meilleur des cas, c'est génial quand, le partenaire peut venir. La partenaire aussi, hein, il y a des couples lesbiens qui peuvent aussi avoir des douleurs, donc vraiment, les 2 partenaires. Et malheureusement, c'est peut-être encore une généralité, mais des fois, c'est un travail que les femmes vont faire toutes seules parce que, le partenaire, ne se sent pas à l'aise, n'a pas envie de discuter de ça, n'a pas de problème, et donc ça ne me regarde pas et donc tu te débrouilles toute seule. Et donc là, voilà, là, je leur dis vraiment aussi, c'est une limite. On va pouvoir travailler sur des choses en individuel, mais sachez qu'il y a quand même une limite où, ça sent c'est pas bon signe non plus quand le partenaire réagit comme ça. Moi, personnellement, en tant que thérapeute, des fois, j'ai envie de dire, j'ai pas forcément envie d'aider là-dessus puisque, le contexte n'est pas approprié finalement. Donc, il y aura toujours cette limite-là dans le coin de la tête aussi. Il y Donc a souvent une énorme culpabilité, moi je retrouve beaucoup, de femmes justement à cette question avec vous repris, «Non mais c'est vrai qu'il a envie», en fait, bon, il y a les hormones, on explique le contexte, déjà un petit peu physique parce que c'est mon champ de compétences, mais c'est vrai qu'il y a une énorme culpabilité, des femmes quand il y a des douleurs. «Mais attendez, c'est vous qui avez mal, c'est pas lui donc on y va, doucement». Mais c'est vrai que de bien rappeler l'importance que pour pas toute la sexualité, mais il y a une grosse partie de la sexualité qui se fait à 2 et que du coup, la guérison, se fait, aussi plus facilement à 2. oui, totalement, ouais, tu fais bien de le dire, Julie. Et puis dans cette notion de plaisir, on revient beaucoup sur cette notion de désir aussi, hein, et de remettre, comme tu dis, dire, mais là, votre désir à vous. Là, si on parle de vous, là, on met de côté le ou la partenaire. Là, je m'en fiche en fait presque. Vous, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Peut-être que mon corps me dit, là, en fait, j'ai envie de lenteur ou j'ai envie de sensualité ou j'ai envie de qu'il puisse initier aussi ou que je puisse initier. Enfin, il y a tellement de choses qui sont déjà à travailler avant même d'imaginer presque une reprise aussi, hein. Moi, j'avais envie de revenir sur les notions justement que tu viens d'évoquer de plaisir, désir, libido. Heu, Est-ce que tu peux nous définir un petit peu plus ces différentes notions pour qu'on ait aussi, les mots justes et tu vois, les définitions justes, nous, par rapport aussi à nos angles d'approche? Ouais, alors le désir, il est tellement à nuancer aussi, c'est vrai et on apprend chaque année, mais de plus en plus avec les études, avec les recherches, à préciser un petit peu tout ça. Le désir, en fait, maintenant, on parle vraiment de désir, il y a un désir spontané, il y a du désir réactif et il y a plein de formes de désir. OK? Donc je vais essayer d'être concise là-dessus. Souvent dans notre société, on va, penser le désir spontané comme uniquement du désir. Le désir spontané, c'est, je pense à de la sexualité où j'ai envie de sexe et donc je vais aller initier soit de la masturbation, soit je vais aller, voir mon ou ma partenaire pour initier quelque chose de sexuel. Ça, on va facilement le traduire comme du désir, comme de la libido. Pour moi, désir, libido, ça dépend des sexologues, mais pour moi, c'est assez similaire, c'est même similaire. C'est juste une manière, différente, d'expliquer que c'est un élan. Il y a des stimuli, il y a, une excitation qui peut arriver. Mais il y a aussi une excitation qui peut être en amont d'un désir. Donc là, je me sens excitée, puis il y a le désir qui va arriver après, ou des fois, c'est le désir qui arrive avant et ensuite je vais être excitée dans mon corps. Donc il y a le désir spontané, il peut y avoir aussi du désir réactif. Donc ça, on en parle un peu moins et souvent on va le considérer comme ne faisant pas partie de la libido, mais c'est du désir. Donc c'est par exemple, je ne pensais pas forcément à la sexualité et puis ma partenaire, elle est venue, me caresser, le long de la nuque. Elle m'a dit des mots, qui m'ont plu et ça a réveillé mon désir. Donc je ne suis pas initiatrice de cette libido. Par contre, je suis en réaction à une proposition. Et je dis ça parce que des fois, et là je pense surtout à des femmes qui vont venir en séance et qui vont dire: «Je voudrais travailler ma libido parce que j'ai pas ou plus de libido». Et quand je leur explique tout ça et qu'on vient questionner, ils disent: «Ah mais en fait si, j'ai du désir réactif» ou en fait si, j'ai du désir spontané, donc je pense à la sexualité, j'ai envie de sexe, mais en fait j'ose pas initier ou je me sens inconfortable d'initier. Et donc on voit à quel point déjà ça mérite d'être creusé quand les gens viennent et vous disent: «J'ai pas de libido».
Il y a encore plein de nuances, là-dessus et puis il faut savoir qu'aussi, par rapport au désir, il peut y avoir énormément de freins qui viennent, justement, freiner cette libido. Par exemple, si j'ai pas confiance en moi, si j'ose pas initier, si j'ai eu des expériences négatives dans mon corps, si dans ma relation ça va pas, si, je me pose 10 000 questions, ça peut être des freins à cette libido, donc c'est important de venir travailler là-dessus. Donc ça aussi, c'est le rôle des psys, des sexologues, de tout thérapeute à venir travailler sur ces blocages-là. Et ensuite, ou en parallèle, on peut travailler sur tout ce qui peut venir améliorer, booster cette libido. Mais encore une fois, dans notre société, dans les magazines ou l'approche que je vois souvent par rapport aux thérapeutes, c'est de venir accélérer, booster cette libido, hein. De toute façon, les magazines le disent: «Comment booster la libido? 7 tips pour venir mettre du piment». Très bien, mais ça fonctionne généralement pas. Tant qu'on n'a pas, on n'est pas venu travailler sur tout ce qui peut venir freiner, le problème, il sera toujours là, la difficulté sera toujours là. Trouve ça, hyper intéressant d'à la fois, effectivement, travailler, sur des blocages. Les blocages, ça peut être une méconnaissance finalement, de ces zones de plaisir, parce que, je reprends un peu sur le côté physique, hein, je c'est une déformation professionnelle, on va dire C'est ça, ton mais expertise. voilà, c'est mon expertise, mais tu vas avoir, le clitoris, tu as toute la peau finalement avec des zones plus érogènes, ça donc c'est il y a une vraie méconnaissance. En fait, c'est tellement tabou qu'il y a une vraie méconnaissance de ces zones-là. Donc déjà d'apporter une connaissance de ces zones-là, je trouve ça génial. De travailler, comme tu dis, sur les blocages, ça peut être des blocages d'estime de soi, des blocages de même socio-culturels. Le sexe, c'est sale, dans Les certaines cultures, croyances. c'est vraiment voilà, c'est très, dans certaines cultures ou dans certaines familles tout simplement où la sexualité est extrêmement taboue et en devient, une mauvaise chose. Dans notre société, judéo-chrétienne, on a vraiment, heu, mis le sexe déjà, sur le plaisir de l'homme et pas du tout de la femme et en plus que c'est quand même quelque chose d'extrêmement tabou. Donc il y a énormément de blocages qui peuvent, travailler là-dessus et c'est vrai que nous, en tant que professionnels, du mouvement, hem, c'est une approche qu'on n'a pas. On en a vite conscience tout de même, quand alors moi pour faire quand même pas mal de douleurs pelviennes, je me rends compte des blocages, psychologiques, qu'il y a. Je les perçois, mais je ne les comprends pas forcément et je ne peux clairement pas, j'ai pas les outils, pour les travailler. C'est pas mon métier tout simplement. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir que derrière effectivement, il y a des professionnels, de la santé, cognitive, mentale, je ne sais pas trop comment dire, mais qui vont justement aller travailler sur ces perceptions, à travailler sur ces connaissances et proposer, des exercices, sans forcément tout de suite aller sur, une action de pénétration, mais plutôt aller travailler sur, des notions, de désir, d'envie, heu, sans aller toujours, enfin voilà, on a trop en tête, sexe égale pénétration. Moi j'essaye, hein, quand même, avec mes patientes de leur dire: «Mais, la sexualité, c'est pas que, la pénétration». J'ai des femmes qui sont extrêmement jeunes, qui sont au début de leur sexualité et qui ont des douleurs, pelviennes, pas forcément du vaginisme, pas forcément des traumatismes, hem, mais qui, sont, «Ah non mais, il faut la pénétration». Je leur dis: «On n'est pas obligé de commencer par ça». Et c'est vrai que de pouvoir réorienter vers des professionnels comme ça, je trouve ça génial. Et du coup, moi, j'aimerais bien que tu me donc là, tu nous as défini, le désir. J'aimerais bien que tu nous définisses le plaisir. Mmh. Ouais. Ouais, le plaisir, parce que ça, c'est important aussi, hein, surtout quand les personnes viennent en séance, en disant: «Moi, j'ai jamais eu d'orgasme, j'ai des difficultés à avoir, un orgasme». Et généralement, en une séance, il y a déjà beaucoup de choses de réglées. Pourquoi? Parce qu'on a souvent une définition toute simple et réductrice de ce que c'est l'orgasme, en fait, hein. Je peux faire l'expérience là, mais de ce qu'on entend, de ce que vous entendez dans les médias ou de l'image que vous avez, qu'est-ce que vous dites, vous 2, de ce qu'est, l'orgasme? Plaisir intense,
Ouais, pour moi, l'orgasme, c'est vraiment le lâcher prise et le fait que pendant quelques secondes, ton corps t'appartient plus. En fait, il y a quelque chose de plus grand qui vient vraiment te prendre avec vraiment le côté où bouffée de chaleur, contraction profonde au niveau du périnée, des abdominaux, enfin vraiment de sentir quelque chose d'extrêmement intense. Voilà, bah, vous voyez, bon, vous avez déjà en fait une définition beaucoup plus élargie que la plupart des personnes qui viennent en séance généralement. Là, vous m'avez décrit orgasme avec un S et c'est souvent le cas aussi. C'est déjà cette notion, bah, en fait, tout ce qui est plaisant, c'est déjà aussi des sensations orgasmiques et que en fait, il peut y avoir des intensités différentes. Tu expliquais, Alexia, aussi par rapport au corps. Alors c'est vrai que les personnes vont venir en disant souvent cette définition et qui est une seule définition quand je leur dis: «Bah, comment en fait vous savez que vous auriez un orgasme en fait? Comment vous allez le définir?» parce que: «Ah bah, c'est une bonne question déjà, je ne sais pas». Donc je n'ai jamais eu d'orgasme, mais en même temps je ne sais pas ce qu'est un orgasme vraiment dans sa définition et bah, j'imagine ou en tout cas c'est quand, bah, il y a cette accumulation de tension, puis il y a un pic, puis ensuite c'est le feu d'artifice, puis waouh, c'est une explosion, le corps il vibre et tout ça. Oui, c'est une définition, une seule, mais en fait, il y en a tellement et donc des fois d'élargir ça, déjà d'expliquer et moi dans cette approche, slow sex, pleine conscience, c'est vraiment comme je disais, dès qu'il y a cette sensation de plaisir, c'est déjà des sensations orgasmiques. Aussi, on a des fois tendance à hiérarchiser un petit peu le plaisir, à se dire: «Bah, ça, c'est meilleur que ça» et cetera. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose d'horizontal, c'est une palette d'outils. C'est-à-dire que, bah, c'est sûr que c'est pas la même chose quand je me stimule le clitoris avec un doigt versus avec 2 doigts, avec la paume de la main, avec la main de mon partenaire, avec un jouet. Ça va être des intensités et des plaisirs différents. Mais ça fait aussi partie de la palette, de plaisirs. Et donc, les personnes, déjà, en voyant ça, se disent: «Ah OK, en fait, je peux ouvrir mes œillères et en fait, il y a plein de choses» et souvent aussi, ce qui se passe quand on n'a qu'une seule définition, donc je dis souvent, voilà, vous avez vos œillères et vous regardez dans une seule direction, mais en fait, il y a déjà plein de choses dans ce qu'elles me racontent qu'elles sont en train de vivre, hein, plein de choses, mais comme il y a qu'une seule définition, bah, en fait, elles s'arrêtent là-dessus, elles s'agrippent à ça, sans être à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps à ce moment-là, qui sont déjà des sensations orgasmiques. Et donc, c'est des séances, moi, que j'adore parce que du coup, là, on est totalement dans de l'éducation sexuelle, de la déconstruction aussi de ce qu'on a pu apprendre et on l'a tous et toutes apprises de par la société, les médias, et cetera. Mais déjà, rien que ça, je trouve que c'est les séances les plus puissantes et qui, en fait, sont assez simples à résoudre puisque généralement, je leur dis: «Mais en fait, de ce que vous me décrivez, vous avez déjà eu des orgasmes, seulement vous l'aviez pas associé à cette définition-là et donc vous ne pouviez pas vous dire que vous en aviez déjà eu». Et donc, du coup, en disant ça aussi, elle s'est dit: «Beh oui, effectivement, j'en ai déjà eu, donc je suis normale finalement, je ne suis pas cassée» et là, ça ouvre encore plein d'autres champs et qui font qu'en fait, finalement, il y a plein de choses qui peuvent être accueillies. C'est super intéressant. Je me pose une question, j'ai des souvenirs comme ça, de caresses, mais pas, forcément dans la zone intime, mais qui m'a, tu vois, mis des frissons, ça parce que j'avais mal ou même, un truc bête, mais je vois, moi, le soir, si j'ai mal aux pieds avec mon chéri, c'est très rare, hein. Mmh. Mais va me masser, le pied alors que j'ai mal et que en fait, j'avais juste besoin de ça et qu'il va le faire. Oh, c'est un plaisir intense. C'est pas le même plaisir que j'aurais défini comme orgasmique lors d'un rapport sexuel, mais c'est tellement un plaisir, mais ça fait tellement du bien. Et Est-ce oui. qu'on pourrait le définir comme un orgasme? Mais en fait, l'orgasme, c'est une activité cérébrale en premier lieu. Donc Mmh. en fait, on peut avoir des orgasmes sans qu'on nous touche les organes génitaux. Et donc, il y a des personnes qui peuvent avoir et moi, je suis plutôt dans cette approche-là. Alors après, il y a d'autres sexologues qui diront peut-être que non, que c'est pas des orgasmes, et cetera. Mais on peut avoir des orgasmes en mangeant quelque chose de bon parce qu'on est en pleine conscience, on est à l'écoute de la texture, du goût, de la couleur, de ce que ça fait dans son corps. Donc c'est une expérience orgasmique. Ou j'ai mal, j'ai une douleur quelque part, on vient y mettre de la détente et donc je peux lâcher prise, je peux être vraiment dans le moment présent. Bah, c'est des sensations orgasmiques. Ou on me dit des mots qui mettent des frissons tout le long de ma nuque, bah, je peux déjà le définir. En fait, c'est ça qui est chouette parce que à partir du moment où on se l'approprie, on peut décider soi-même en fait ce qu'on qualifie d'orgasmique. Et donc moi, dans mon approche, c'est on peut tout définir d'orgasmique. Bah, en fait, on peut s'amuser et c'est illimité finalement. Ouais, puis c'est là où on retrouve en fait ta bienveillance dans ton approche,
où il n'y a pas cette notion de culpabilité parce que c'est pas dans tel ou tel critère, donc ça ne compte pas. Et je trouve que finalement, dans ton approche, tu ramènes aussi ce côté où au final, chaque personne va définir ses propres plaisirs et sa propre définition de l'orgasme, ce qui est hyper déculpabilisant au final aussi. Je l'espère, c'est vraiment, l'intention et puis ça rentre dans cette approche holistique finalement. C'est pas une définition toute faite et quelqu'un doit rentrer dans une case parce que alors là, on se trompe complètement et on se trompe souvent, mais plutôt se dire: «Bah, en fait, enlevons ces cases-là et puis vous, qu'est-ce qui vous fait du bien finalement? De quoi vous avez envie?» Vous, sans réfléchir à ce que les voisins font, ce que la société vous dit de faire. Là, juste vous, si on enlève tout ça, de quoi vous avez envie? Par où vous voulez commencer? Quels peuvent être les petits pas? Quel est le contexte qui va favoriser votre plaisir? Quels peuvent être les éléments qui vont venir alimenter votre excitation? De quelle manière vous avez envie d'être touché? À quelle fréquence? À quel rythme? À quelle position? Enfin, moi, vraiment, quand je formule tout ça aux personnes, je dis: «Et vous voyez, quand on a peur, quand les gens disent: "J'ai peur de m'ennuyer dans la sexualité" ou "Je m'ennuie dans la sexualité", je dis: «Vous voyez, là, en vous disant tout ça, en fait, on peut pas s'ennuyer. C'est impossible. Il y a tellement de choses à explorer». Ouais, le champ des possibles est énorme. Et par rapport aux ressources dont tu partageais tout à l'heure, donc tu disais, il y a des annuaires qui existent de sexologues, quel type de ressources? Bon, il y a ton podcast, il y a ton livre pour la partie, intimité après bébé, mais est-ce que tu aurais d'autres ressources à nous conseiller? Alors ça peut être, des vidéos, je sais pas s'il y a des chaînes, s'il y a d'autres endroits où ça peut être accessible, parce que quand on dit sexualité, des fois les gens se sentent pas forcément d'aller acheter un livre. Alors après, des fois, on peut le commander en ligne. Mais est-ce que voilà, tu as des outils que tu pourrais nous conseiller, que nous, on pourrait ensuite recommander? Ouais. Ouais, il y en a tout plein, donc je risque de pas être, exhaustive. Déjà donc sur mon site internet, il y a plein de ressources de livres déjà pour commencer. Comme tu disais, il y a le podcast. Mais ensuite, il y a aussi alors il y a des annuaires, de sexologues, donc ça tout dépend parce que pas tous les par exemple, moi je suis sur aucun annuaire, tu vois? Mais il y a des annuaires qui existent, donc je pourrais vous envoyer les liens comme ça les personnes peuvent cliquer dessus. Il y a aussi la plateforme, mia.co, où je suis justement c'est moi qui fais des vidéos YouTube, donc là il y a plein de vidéos sur plein de thématiques, pour pouvoir, donner des informations, mais il y a aussi des consultations en ligne qui sont possibles. L'idée, c'était de rendre le plus accessible possible en termes de prix, mais aussi en termes de confort. Donc les personnes peuvent, avoir des séances, par téléphone, par messagerie si vraiment elles osent pas, mais le mieux, c'est aussi par visio pour se voir et pour avoir une interaction. Et puis, bah, il y a tous les professionnels aussi, de santé et là, par rapport aux douleurs, bah, je pense au site internet Les Clés de Vénus, qui regroupe aussi des professionnels qui peuvent accompagner les personnes, vis-à-vis, des douleurs. Il y a tellement plein de choses que je vais en oublier, mais voilà et puis surtout l'idée, c'est que vraiment, bah, les professionnels et donc ceux qui sont vraiment en première ligne et ça, je l'ai appris via mon livre, mais en fait, ce sont les sages-femmes qui se sont emparées de mon livre. Je m'y attendais pas, mais elles sont souvent en première ligne de toute façon par rapport au postpartum et donc en ayant ce livre, c'était génial parce qu'elles ont pu, bah, ouvrir d'autres portes, par exemple, bah, justement dire: «Bah, ah, j'entends des douleurs, des choses comme ça, vous savez, il y a les sexologues», donc ça, c'était génial. Mais peut-être le mieux, ça serait aussi les médecins généralistes parce que c'est souvent aussi quand même eux et elles les premières portes d'entrée pour pouvoir avoir ces informations-là, pour bien aussi, dispatcher, référencer tout en sachant que c'est souvent une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels de santé qui vont permettre cette approche holistique et donc du coup, un meilleur accompagnement aussi. Donc là, vous avez déjà pas mal de ressources. Sur mon site internet, parce qu'on me demande à chaque fois, des livres, des ressources, donc j'ai un peu tout compilé. J'essaye d'updater un petit peu, à chaque fois, mais il y a des livres, mais il y a aussi, des TED Talks, qui parlent des relations de couple, qui parlent d'intimité. C'est souvent en anglais ce que je réfère par rapport au TED Talk, mais vous pouvez, mettre, les sous-titres. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver là et ça donne déjà pas mal, d'informations. Là, un dernier conseil à des professionnels justement qui accompagnent les femmes, qu'est-ce que tu aimerais pousser, qu'est-ce que tu aimerais le plus mettre en avant? L'écoute, c'est le premier truc qui me vient. C'est le plus facile et en même temps celui, qui des fois manque, le plus, mais d'écouter, surtout je reviens sur les douleurs, hein, mais quand une personne vous dit qu'elle a mal, bah, de vraiment penser qu'elle a mal. De pas essayer de dire: «Bah, non, c'est dans la tête» ou «Ça n'existe pas» ou «Allez-y, ça passera, vous êtes jeune» ou peu importe ce que les feedbacks, hein, que les patients me disent. Mais vraiment d'être dans l'écoute, peut-être même de se dire: «Bah, voilà, je me mets un peu je en recul sur ma chaise et je suis dans cette écoute-là». Bien sûr, j'ai conscience qu'on n'a pas tous le temps non plus,
Mais du coup, de pouvoir alors avoir une action toute simple après l'écoute, c'est de dire: «Bah, voilà, j'entends qu'il y a ça, 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 ça. Voici» et de préparer peut-être une brochure avec différents professionnels que la personne, peut voir ou, les notes du podcast et de dire: «Bah, voilà, vous pouvez aller là» et ça donne déjà, pas mal d'aiguillage. L'écoute et de repartir avec un petit truc, c'est souvent ce que les patientes ont besoin et c'est vraiment, je trouve, le minimum qu'on peut faire en tant que professionnel. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.